Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai eu rendez-vous chez mon neurologue pour mes problèmes au niveau de ma dérivation. Je vous en parle dans un vlog intitulé Ma pathologie. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Je vous explique tout dans ce vlog. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, je suis allé le voir et on a un peu fait le bilan de mes examens, mes différents IRM, etc., etc. On a dit que on attendait les résultats de prochains examens que je vais passer au mois d'août pour se prononcer, pour savoir si on fait soit une opération chirurgicale, soit une ponction lombaire. Donc une ponction lombaire, ça consiste à à planter une aiguille dans le dos pour récupérer du liquide céphalorachidien, pour ponctionner du liquide céphalorachidien et pour le retirer du cerveau. Parce qu'en fait, actuellement, j'ai un peu mon cerveau qui est comprimé par un surplus de liquide céphalorachidien, étant donné que ma dérivation, le tuyau que j'ai dans ma tête, il est bouché. Donc, c'est ça qu'on essaye de voir. On essaie de voir la balance bénéfice-risque par rapport au geste chirurgical à appliquer, à la conduite chirurgicale à tenir. Ça va être très compliqué pour moi parce que c'est une opération que je redoute depuis des années, même si j'y suis déjà passée quand j'étais petite, mais là j'ai un peu plus conscience de ce que ça représente, vu que j'ai grandi, j'ai pris en maturité, et voilà, donc j'ai un peu plus conscience de ce que ça représente, donc ça me fait d'autant plus peur, et ça me fait craindre de mourir, parce que c'est une opération, enfin toutes les opérations sont à risque, mais celle-là, comme elle touche au cerveau, elle est un peu plus à risque, donc ça me fait d'autant plus peur, voilà. Mais ma mère me dit de ne pas m'inquiéter, mes proches me disent de ne pas m'inquiéter, mon entourage me dit de ne pas m'inquiéter. Donc j'essaye de voir au jour le jour, de composer avec mes angoisses, avec les cauchemars que je fais depuis que j'ai appris cette nouvelle que j'allais potentiellement me faire opérer, avec le fait que cette convalescence va être compliquée vu qu'on va me changer de type de dérivation. Actuellement, j'ai un type de dérivation qui est très ancien et on va me mettre un nouveau type de dérivation dans la tête. Donc le neurologue m'a dit que ça présageait d'une convalescence compliquée, ce que j'appréhende particulièrement parce que j'ai pas très envie de passer mon temps à vomir, de passer mon temps au bloc opératoire, et j'appréhende les effets secondaires. Donc c'est pour ça que d'un côté je suis impatiente de résoudre le problème qui est là depuis 2 ans, bientôt 3, et d'un autre côté je suis pas impatiente de passer par la chirurgie s'il faut en passer par là, parce que je sais les risques que ça comporte. On m'a bien expliqué les enjeux et je suis pas ravi de recourir à cette opération pour les enjeux que ça représente, pour la convalescence que ça représente, pour l'investissement que ça représente. Voilà, et je sais que en recourant à cette intervention chirurgicale, je vais aussi avoir beaucoup de bons côtés, mais pour moi, les mauvais côtés refont surface parce que je sais que il y a des années, je suis passée par là et j'appréhende beaucoup parce que
l'hydrocéphalie, c'est pas quelque chose de facile à opérer, c'est pas quelque chose de facile à traverser. Au quotidien, ça occasionne beaucoup de problèmes moteurs, c'est même à l'origine de mon handicap. Ma pathologie en elle-même, elle s'appelle hydrocéphalie et ça provoque une IMC, donc une infirmité motrice et cérébrale qui est handicapante au quotidien. On n'arrive pas à faire certaines choses, j'arrive pas à m'habiller toute seule, de moins en moins, j'arrive de moins en moins à m'autonomiser. À cause du problème de ma dérivation, j'ai des fuites urinaires qui me font beaucoup culpabiliser vis-à-vis de moi, de mes proches, mais aussi vis-à-vis des soignants. Et je culpabilise d'être dépendante, parfois, même souvent en ce moment. Et le fait de savoir que je vais avoir cette opération, bah, d'un côté, ça me soulage. Parce que comme je vous ai dit, ça fait bientôt 3 ans que j'ai ces problèmes. Et d'un autre côté, ça me fait paniquer. Donc voilà, si vous avez plus de questions, posez-les en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et en attendant, bah, je vous tiendrai au courant des résultats des examens, des IRM et de tout ce que j'aurai à passer. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts, je croise tous les doigts qui sont dans mon corps. J'essaye aussi d'en parler à ma psychologue. Je lui en ai parlé à notre séance d'hier. Euh, J'essaye aussi de faire des choses qui me font moins penser à ce qui va se passer. Parce que plus j'y pense, plus je stresse. Je pense que c'est un cercle vicieux. Et voilà, j'essaye de positiver, de me dire que après tout ira bien, que c'est un mauvais moment à passer, qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ce type d'opération et qui n'en meurent pas forcément. Mais voilà, quand on vit dans le tunnel, quand on est dans le tunnel, c'est un peu difficile d'appréhender l'après, mais c'est ce que j'essaye de faire et j'espère que tout va bien se passer. De toute façon, j'ai confiance en mon neurologue. C'est quelqu'un qui explique très bien les choses. C'est quelqu'un qui répond à mes questions quand j'en ai. C'est quelqu'un qui est très avenant. C'est quelqu'un qui est prévenant. Et il m'a dit que si j'avais la moindre question, fallait pas que j'hésite à l'appeler. Fallait pas que j'hésite à revenir le voir. On a prévu de se voir, comme je vous disais, au mois d'août à la suite des examens pour envisager une option plutôt qu'une autre. Mais dans tous les cas, je voulais vous en parler parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma situation et qui cherchent aussi du réconfort et des réponses. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que les examens seront encourageants. J'espère que je vais sortir de ce tunnel de 2 ans. Et j'espère aussi que mes capacités vont s'améliorer, que mes fuites urinaires vont s'amoindrir, que je vais pouvoir refaire mes transferts comme je les faisais avant. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette opération s'il y en a une. Et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à la ponction lombaire. Je sais qu'ils vont probablement me retirer beaucoup de liquide céphalorachidien et je sais que ça va me faire tout drôle au début, mais que, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra changer cette valve, cette dérivation. Mais j'appréhende beaucoup le geste opératoire, je pense que c'est normal. Et en fait, dans le geste, c'est pas tant l'opération qui me fait peur, c'est plus l'anesthésie parce que on entend beaucoup d'histoires par rapport aux anesthésies, comme quoi il y a des gens qui se sont réveillés pendant leur opération, comme quoi il y a des gens qui ont eu des accidents suite à l'anesthésie, des allergies, des trucs comme ça.
Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus pris en charge, beaucoup mieux pris en charge, bah, c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Le corps, il n'est pas fait pour être endormi volontairement. Le corps, il n'est pas fait pour avoir des médicaments en continu en lui. Donc, c'est ce qui m'angoisse plus que le geste chirurgical. Mais l'anesthésiste que j'ai vu il y a 6 mois, 1 an, je crois, il m'a bien tout expliqué là aussi. Et probablement, j'aurai un autre rendez-vous anesthésique. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais sachez que j'ai beaucoup d'angoisse liée à cette possible intervention. Et que ça me ça m'occasionne beaucoup de cauchemars en ce moment, je dors pas très bien et que c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je me dis que vous en parler, ça peut peut-être m'aider à désacraliser la chose et à avoir vos avis sur la question. Voilà. Et voilà, ça peut peut-être me permettre de tout laisser quelque part et de faire en sorte d'appréhender mieux la situation. Voilà, ce que je vous ai dit ce matin, c'est que j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à mon opération. Je vous mettrai la définition de l'hydrocéphalie à l'écran pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à discuter entre vous et à faire des recherches. Mais voilà, je vous ai raconté un peu mes angoisses. Ça m'a fait du bien là. J'ai presque plus d'angoisse. Je continue cependant à faire des cauchemars vis-à-vis de l'opération et des suites opératoires. Mais ça va. Et ben, j'en ai parlé à ma psychologue. Dans un précédent vlog, je vous disais que j'ai un rapport au corps qui est compliqué, que j'ai du mal à me trouver jolie et que j'ai du mal à me valoriser, que je me dévalorise assez souvent. J'en ai parlé à ma psychologue lors de notre dernière séance. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'essaye de trouver des qualités en moi qui me fassent un peu redorer mon image et que j'effectue des exercices de confiance en soi. Elle m'en a listé quelques-uns que j'essaye d'appliquer. Par exemple, me faire un peu jolie et me prendre en photo. Comme ça, quand il y a des périodes où je me trouve pas jolie, je regarde ces photos et je me dis voilà, qu'est-ce que j'étais jolie, qu'est-ce que je me trouvais belle sur cette photo. Et elle m'a aussi demandé s'il y avait une partie de mon corps que j'aimais plus que l'autre, plus que les autres. J'ai dit que j'aime bien mon visage, c'est la partie que j'aime le plus chez moi. Avant, je pouvais dire que j'aimais rien chez moi, mais aujourd'hui et depuis quelques temps, je peux dire que la seule partie que j'aime chez moi, c'est mon visage. Et les deux parties que j'aime sur mon visage, c'est mes yeux et ma bouche, même si parfois j'aimerais qu'elles soient légèrement un peu plus gonflées. Mais sinon, la seule partie que j'arrive à trouver belle et proportionnelle chez moi, c'est mon visage. Alors je fais tout pour l'embellir, je fais tout pour prendre soin de ma peau, même si je vous avoue que j'ai pas vraiment de morning routine. Des fois, j'effectue des gommages pour prendre soin de ma peau. J'essaye de m'exposer le moins possible au soleil. J'essaye de beaucoup la protéger avec des crèmes, etc. Et il y a une chose aussi que j'aime faire, c'est prendre soin de mes cheveux. Alors mes cheveux, c'est en dehors de mon visage une des parties que j'aime chez moi. J'aime
faire des shampoings, j'aime faire des soins à mes cheveux. Voilà, donc c'est pas facile pour moi d'aimer mon corps. Du fait de mon handicap, j'ai l'impression de servir à rien dans la société. J'ai l'impression d'être un boulet pour mes proches et pour ceux qui m'accompagnent au quotidien. J'ai l'impression d'être un sac qu'on traîne avec soi et qui nous sert à rien. Mais j'essaye un peu de me valoriser. J'essaye de me valoriser par rapport à des compétences que je fais. Par exemple, le montage vidéo, c'est une compétence que pas beaucoup de personnes autour de moi peuvent faire et que moi je peux faire. Par exemple, la lecture, je sais que autour de moi, il y a pas mal de gens qui savent très peu lire, voire même pas du tout. Je sais que mon point fort, c'est ma manière de communiquer et de m'exprimer. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent que je m'exprime bien, que je devrais en faire quelque chose de lucratif, voilà, que je devrais trouver quelque chose dans lequel je puisse m'exprimer et exprimer aussi mes connaissances, mon savoir, parce que je connais beaucoup de choses, je me renseigne sur beaucoup de choses, j'utilise tous les outils qui sont à notre disposition au jour d'aujourd'hui pour me rencarder sur pas mal de choses que je trouve intéressantes. Donc il y a des gens qui me disent que ma manière de m'exprimer, elle est bien, elle est bonne. Donc il y a des gens qui disent que je devrais en profiter, que je devrais parler de mes sujets de prédilection comme la sexualité et le handicap, que je devrais me lancer là-dedans. Il y a des gens qui disent que je devrais me lancer dans l'écriture d'un livre parce que j'adore écrire et c'est quelque chose que apparemment je fais bien, mais j'ai peur que si je montre mes écrits, ça plaise pas aux gens. Bon, il y a peu de chances que ça arrive parce que les rares fois où je montre mes écrits à quelques personnes, ils me disent que j'écris bien, que c'est intéressant, que c'est bien formulé, que c'est bien tourné. Et ma psychologue me dit que je devrais me valoriser par rapport à mes points forts. Et je suis d'accord avec elle. C'est quelque chose que je devrais faire, mais qui est pas facile, qui est plus facile à dire qu'à faire. Et comme Paris ne s'est pas fait en un jour, la confiance en soi et la valorisation, ça se travaille pas en un jour. Comme je vous ai dit dans un précédent vlog, je pense que c'est le travail de toute une vie, que j'aurai jamais confiance en moi à 100% et que voilà, je trouverai toujours un défaut pour contrebalancer sur toutes ces qualités que je viens de vous énumérer. Mais franchement, je trouve que je suis une personne qui n'a pas trop confiance en elle du fait de son handicap et je pense, sans trop vouloir m'avancer, que si j'avais pas eu ce handicap physique important, j'aurais plus confiance en moi et j'aurais pas de problème à me mettre en avant ou à me montrer, par exemple, à sortir de chez moi. Et voilà, même si je sais que le handicap ne fait pas tout, il y a une grosse part de psychologique, mais il faut que j'apprenne à me valoriser, il faut que j'apprenne à maîtriser mes émotions. Je vous disais dans un précédent vlog que j'ai un traitement que j'ai décidé d'arrêter avec l'accord de mon médecin et de l'équipe qui s'occupe de moi, mais je l'arrête progressivement, je l'arrête pas d'un coup, parce que pour rappel, on n'arrête pas un traitement psychiatrique d'un coup d'un seul, il faut l'arrêter progressivement, diminuer les doses progressivement et l'arrêter ensuite. Après, rien ne m'empêche de le reprendre si je sens à nouveau que ça ne va pas dans ma tête et dans mon corps et dans mon psychisme. Mais pour l'instant, j'ai envie de l'arrêter tout simplement parce que je me dis que j'ai pas envie de dépendre d'une molécule chimique
toute ma vie parce que un médicament, ça reste une béquille. C'est pas quelque chose qu'on doit s'habituer à prendre. Comme je vous disais ce matin, le corps, il n'est pas fait pour avoir des toxines et des molécules en permanence en lui. Donc j'aimerais voir sur une courte période, sur une période donnée, comment j'arrive à m'en sortir sans le traitement parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de dépendre d'une molécule toute ma vie et de faire ma vie en fonction de ce traitement parce que prendre un traitement c'est quelque chose de lourd et il faut faire sa vie en fonction. Faut pas le prendre trop tard parce que sinon le lendemain on n'arrive pas à se réveiller, mais faut pas le prendre trop tôt parce que sinon on s'endort plus vite. Moi dans mon cas c'est un anxiolytique, mais pour ceux qui prennent des somnifères, voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter avec l'accord de mon médecin et de ma cadre de santé. Mais de toute façon, ils m'ont dit qu'ils respectaient mon choix, mais que si je voulais reprendre le traitement un jour, il fallait que je leur dise aussi, parce que j'ai une humeur qui fluctue, j'ai un état qui fluctue en fonction des périodes. Là, c'est la période estivale, donc je le sens plutôt bien et c'est tant mieux, mais dans les périodes automnales et hivernales, je me sens plus patraque et je sais que le médicament, il est là pour réguler mon humeur, mon état général, pour m'aider à ne pas avoir de pensées noires, pour m'aider à ne pas avoir de pensées suicidaires, pour équilibrer un peu la chimie de mon cerveau. Parce que voilà, un médicament psychiatrique, un traitement psychiatrique, ça ça que ça sert, ça a régulé la chimie du cerveau. Et c'est très important parce que sinon, on a des émotions qui partent dans tous les sens et c'est très compliqué à gérer. Mais moi, je m'en sens capable. Et voilà, c'est pas mon psychiatre qui va me dire quoi faire, puisque de toute façon, ce psychiatre-là, je ne le vois plus depuis plusieurs mois. Et c'est vraiment plus ma psychologue et mon équipe médicale et paramédicale qui m'aident au niveau de ma santé mentale plus que le psychiatre. Parce que le nombre de fois où le psychiatre ne s'est pas présenté au rendez-vous, ça me décourage d'avoir un soutien psychiatrique, ça me démoralise. Au niveau psychiatrique, c'est qu'on a beaucoup de demandes et pas beaucoup de psychiatres. On est en pénurie de psychiatres, on est en pénurie de médecins en France. Et ça, c'est désastreux que la santé mentale ne soit pas prise au sérieux un peu plus que ça, même si on en parle plus qu'à une certaine période. Il y a une époque où on n'en parlait pas du tout. Maintenant, avec le Covid et les confinements successifs, on en parle beaucoup plus et c'est bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous avez besoin d'aide et que vous voulez avoir une écoute et une oreille adaptée, il y a le 3114 qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une équipe de psychologues et de psychiatres qui sont à votre écoute. Bon, je crois que le temps d'écoute, c'est 30 minutes, je crois. Mais ça aide vraiment, ils aident vraiment à avoir des pistes pour se faire suivre. Et je tiens vraiment à le souligner parce que moi aussi, il y a une époque où j'ai fait appel à ce numéro et ils m'ont aidé. Bon, certes, c'est une aide moindre, mais c'est une aide quand même quand on n'a personne à qui parler ou qu'on ne veut pas embêter ses proches avec ses problèmes. On peut appeler ce numéro à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Donc oui, je vous parlais
mon image de mon corps, j'ai une très mauvaise image de moi et de mon corps, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Et les exercices et les séances que je fais avec ma psychologue, ça m'aide un peu, ça m'aide à avoir plus confiance en moi, ça m'aide à avancer au quotidien tout simplement. N'hésitez pas à entamer une thérapie, comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog. C'est quelque chose qui est très important, dont il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'une aide extérieure pour avancer dans la vie. C'est des gens qui sont là pour ça, c'est des gens qui sont qualifiés, c'est des gens qui sont formés pour vous aider à passer une étape dans votre quotidien. On peut avoir un suivi sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines ou sur plusieurs années, ça dépend de vous, mais n'ayez pas honte de vous faire suivre. Psychologue et psychiatre, c'est pas que pour les fous, il y a des gens très bien et même je trouve que même quand ça va bien, on devrait se faire suivre, ne serait-ce que pour parler à quelqu'un de neutre, pour parler à quelqu'un d'extérieur à notre entourage, pour avoir un point de vue et un avis extérieur sur notre situation. Ça aide beaucoup et franchement, je vous encourage à vous faire suivre si vous en ressentez le besoin et à ne pas en avoir honte. Je vous retrouve en fin d'après-midi, début de soirée. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que je vais rien faire d'intéressant. J'espère que vous avez apprécié de passer ce petit moment avec moi. J'espère que mes explications sur ma pathologie et mes problèmes de santé vous auront éclairé. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.